C'est souvent un métier qui est mal compris par, le public, hein, et c'est un métier de longue haleine, c'est un métier qui se construit tous les jours, c'est un métier où on rencontre des difficultés, où il y a des échecs, où il y a des succès, c'est pas un chemin de tout repos, hein, je pense que c'est finalement pas un métier, c'est une passion, c'est quelque chose de viscéral qu'on porte en nous. On le fait ou on le fait pas, en fait. Pour d'autres raisons que la passion, je sais pas si ça fonctionne, en fait. Chaque objet d'art a une histoire à raconter. Une histoire qui devient un mythe qui devient légende. Bienvenue sur Rosantico, le podcast qui explore le marché de l'art et ses coulisses. Découvrez les histoires inspirantes des femmes et des hommes, experts, galéristes, collectionneurs, qui agissent à l'unisson pour rendre ce secteur vibrant et riche en découvertes, avec l'amour et la passion pour l'art et la beauté qui les guident au quotidien. Partez pour un voyage unique, où la tradition et l'expertise se mêlent aujourd'hui à l'innovation et à la technologie, où des nouveaux enjeux sociétaux et juridiques rebattent les cartes du secteur et redéfinissent l'essence même du collectionnisme au XXIe siècle. Je m'appelle Bornas Kognamillo, je suis le PDG et fondateur de Mintleman & Co. Et ça, c'est Rosantico. Jean-Baptiste Onfray, bonjour. Bonjour Bernard, vous allez bien? Oui, très bien. Et vous? Écoutez, ça va. Heureux d'être interviewé par vous. Ah, bah écoutez, c'est notre plaisir de vous recevoir sur Los Antico. C'est vrai qu'on interviewe de plus en plus de galeries, mais la galerie Malaquais, elle était là, accrochée sur mon calendrier, et j'attendais vraiment de pouvoir discuter avec vous parce que vous avez une très belle histoire à nous raconter, et surtout, au vu de votre domaine, je pense que nos auditeurs seront ravis parce qu'on a pas beaucoup parlé de sculpture notamment, et je pense que vous en avez quelques-unes dans votre galerie. Et donc on pourra développer cet argument avec vous et bien sûr parler de toute, votre, carrière et de comment la galerie Malaquais, se développe. Dans ce cas, Jean-Baptiste, la première question que je vous pose, c'est de vous présenter pour nos auditeurs. Alors, je m'appelle Jean-Baptiste Auffray et je dirige la galerie Malaquais depuis plus de 20 ans maintenant, et qui est une galerie qui est consacrée à la sculpture et au dessin de sculpteurs, de 1850 à 1950. Voilà, et essentiellement de la sculpture figurative, moderne, plutôt française. On aime bien la sculpture de Picasso, on aime bien la sculpture de Manolo, on aime bien, certains sculpteurs allemands aussi, mais c'est plus particulièrement français. Super. Est-ce que je peux vous demander qu'est-ce qui a suscité votre intérêt premier pour, l'art, et comment vous vous retrouvez aujourd'hui, à la tête de la galerie, Malaquais? Écoutez, moi, mon trajet, il est assez particulier parce que je suis, issu de 2 sculpteurs. Mes parents sont sculpteurs. Ma mère est sculptrice, elle vit toujours. Elle a fait les beaux-arts, elle a été professeure aux arts décoratifs, elle a été responsable, de l'atelier de sculpture, et mon père également a été professeur aux arts décoratifs, et donc j'ai toujours baigné dans ce milieu-là, j'ai toujours été dans les ateliers, j'ai toujours fréquenté des sculpteurs. Mes parents, ont orienté leur vie, au quotidien, pour la sculpture. Ils ont, donné leur vie à la sculpture, et donc moi j'ai traîné dans les ateliers, j'ai beaucoup posé, j'ai été dans tous les musées, ce qui était pas très marrant quand on est jeune, et puis, bah, finalement par imbibition, je crois que j'ai, appris beaucoup. Je connais très bien, tout ce qui est l'aspect technique, puis j'ai un œil. Je pense que j'ai un petit œil puisque j'ai aussi, appris à dessiner aux arts décoratifs avec mon père pendant 2 3 ans. Le modèle vivant qui est une chose assez indispensable pour comprendre, l'art en règle générale. Comprendre les compositions, comprendre un peu comment, la lumière coule sur les œuvres d'art. Excellent. Et après, comment vous êtes arrivé à fonder, la galerie, Ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu mon père en alors j'ai commencé ma carrière parce que j'avais peur de la solitude d'un atelier, et j'ai commencé ma carrière, en fait, dans le théâtre. Donc j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années avec, Richard Peduzzi et Patrice Chéreau, et donc j'ai fait beaucoup de théâtre, d'opéra, de cinéma, La Reine Margot, bon, et puis, mon j'ai appris que mon père était malade en fin des années 90. Il avait un cancer, et j'avais beaucoup d'admiration pour cet homme, et je me suis dit: «Bon, bah, je vais mettre tout ça un peu en veille, et puis, je vais m'occuper de lui», et donc pour gagner un peu,
un peu d'argent, j'ai commencé à m'occuper de son travail, à prendre des notes, à archiver, à organiser et puis j'ai commencé à vendre ces sculptures, ces dessins. Alors évidemment, au début, c'est du clientélisme, c'est, la famille, ensuite c'est les amis de la famille, ensuite c'est les amis de la famille. Bon, puis le cercle s'élargit jusqu'à un certain point où finalement j'ai rencontré un partenaire qui m'a aidé aussi, et on a trouvé cette galerie qui était sur le, quai Malaquais, et donc on a ouvert cette galerie en mai 2004. Voilà. Et elle est aujourd'hui, elle a beaucoup évolué, elle s'est beaucoup transformée et Super! Déjà, merci beaucoup pour ce premier récit, de votre parcours et de votre vie. C'est très inspirant. Nous sommes devant un homme d'art, littéralement, donc ça nous fait vraiment plaisir et justement pour parler de votre galerie, donc aujourd'hui, quelle est votre vision pour la galerie, Malaquais? Quels sont les développements qu'il y a eu, dans le temps et comment envisagez-vous, le futur, de la galerie? bah, c'est, d'abord le marché de la sculpture, c'est un marché de niche. Il y a plus de peintres que de sculpteurs. Il y a encore, moins bons sculpteurs, il y en a très peu. Donc c'est vraiment, il y a pas beaucoup de choses à vrai dire. Donc c'est un marché qui a beaucoup évolué parce que quand, j'ai commencé en 2004, je me souviens essayer d'acheter, beaucoup de documentation, des livres, chercher des choses pour, étoffer mes recherches et il y avait pas grand chose en fait. On faisait une bibliothèque de sculpture avec, allez, 1 mètre linéaire de livres et depuis plus de 20 ans, les choses ont beaucoup changé puisque les institutions, ont beaucoup publié, les galeries ont beaucoup publié. Nous aussi, on a beaucoup publié puisque dès le début, j'ai cherché à m'entourer d'historiens. Encore aujourd'hui, je travaille avec, 3 historiennes, qui sont soit, universitaires ou, issues de l'école du Louvre et donc on a tout de suite basé notre travail sur, des publications. Donc je sais pas, on a dû faire une dizaine de publications, avec l'idée justement de diffuser la connaissance, quoi. Parce qu'au départ, la période sur laquelle on travaillait était pas très connue. Il y avait pas de livres. Il y avait 3 4 monographies, qui existaient, et qui étaient des livres en plus, tirés, à 200 exemplaires, des livres plutôt de bibliophilie. Les musées ont repris un peu le relais de tout ça. Ils existaient, mais ils se sont développés. La musée de la piscine avec, Bruno Godichon qui a développé aussi beaucoup de visibilité sur la période sur laquelle on travaille. Il y a aussi le musée d'Espiovléric, qui était un musée un peu poussiéreux, un petit peu loin, qui va réouvrir, qui fait des travaux d'aménagement. Il y a le musée des années 30 aussi où, Frédéric Chappé, le conservateur, avait fait un travail remarquable, pour étoffer les collections de sculptures. Donc si vous voulez, en 20 ans, ça a beaucoup changé. Voilà et maintenant, on peut dire que, c'est un marché qui attire beaucoup de monde. Je pense parce que, les gens ont compris qu'ils pouvaient trouver, des choses assez magnifiques à des prix encore raisonnables et voire, des chefs-d'œuvre. Ce qui est plus le cas à mon avis dans d'autres domaines parce que ce sont des marchés qui ont été déjà beaucoup peignés. Je ne sais pas pour l'archéologie qui est votre domaine de compétence, mais je pense qu'en tableau ancien, on trouve, moins de choses. Je pense qu'en dessin ancien, on trouve moins de choses. Voilà. Alors qu'en sculpture, c'est un marché qui est encore très actif. Encore, on on voit beaucoup de choses arriver. Un de mon travail d'ailleurs, dans la galerie, c'est de temps en temps de travailler avec, des commissaires-priseurs, pour, des fonds d'ateliers. C'est quand on me sollicite, des ayants droit me sollicitent pour essayer de valoriser un fonds d'atelier, on les accompagne et on fait des beaux catalogues et donc il y a des fonds d'atelier qui sortent encore et qui sont très intéressants, puisqu'on a fait, par exemple, une femme artiste, Margarita Cossacéanou, qui était une élève de Bourdelle, par exemple. Une très jolie vente. Voilà et puis, de notre côté, avec la galerie, nous, on est plutôt dans une quête, d'excellence, c'est-à-dire, d'excellence, plastique, aussi d'excellence, des objets rares, magnifiques et qui peuvent être très chers. Donc il peut y avoir à la fois la galerie fonctionne un peu sur 2 pieds et souvent je fais la comparaison avec le cinéma et c'est-à-dire qu'on est capable de faire des films d'auteur et on est capable aussi de faire des blockbusters et je pense que notre réussite et notre équilibre a été un petit peu, grâce à cette direction. C'est-à-dire qu'on a été capable de garder des amateurs d'art, finalement, qui étaient pas forcément très fortunés, mais qui étaient, passionnés et d'avoir de l'autre côté, des interlocuteurs qui peuvent être des grandes institutions ou des très grands collectionneurs.
Et justement, je voulais vous demander, quelle est l'émotion, en fait, quand vous dites, justement que vous recherchiez l'excellence, d'exécution plastique, au niveau de l'objet d'art. Alors j'ai peut-être beaucoup de lacunes parce que c'est un métier difficile, le métier de marchand, hein. C'est il faut être bon dans beaucoup de choses. Mais peut-être que, là où j'excelle un petit peu ou en tous les cas j'ai un avantage sur certains, c'est que je pense avoir un petit œil. Le fait d'avoir baigné dans un monde artistique, d'avoir écouté, d'avoir fréquenté les musées, de les fréquenter toujours d'ailleurs, me donne une petite avance. Et puis surtout, je suis l'héritier d'une pensée artistique. Je ne suis pas prêt à brasser du bronze pour faire du chiffre d'affaires et je trouve que c'est pas intéressant pour les clients. Ce que je veux, c'est plutôt extraire le nectar, en fait, de ce qui passe sur le marché ou de ce que je peux trouver, pour leur proposer et après de leur expliquer pourquoi c'est du nectar. La vocation de la Galerie Malaquais, c'est essentiellement de présenter le terme qu'on dit aujourd'hui un peu, c'est le top, quoi. Voilà, c'est le nectar de ce qu'on peut trouver en sculpture. Alors ça peut être, ce que je disais tout à l'heure, ça peut être le nectar d'un sculpteur qui est très confidentiel. René Babin, qui a fait pour moi probablement une sculpture exceptionnelle, qui est probablement le chef-d'œuvre du XXe siècle, qui s'appelle «L'Étoile», jusqu'à l'abandon de Camille Claudel. Donc on est dans un spread, comme dit, les banquiers, très large. C'est ça mon travail, en fait. C'est de donner à voir le meilleur. En tous les cas, ce que je considère être le meilleur. Et est-ce que je pourrais vous demander 2 anecdotes, justement de découverte, d'un fonds d'atelier ou d'un artiste, méconnu, mais qui en fait, vous a provoqué, vous a suscité des émotions, incroyables? Une découverte qui a fait aussi, pourquoi pas, une très bonne vente? Il y en a 2 auxquels je pense qui sont d'ailleurs, dans 2 sujets différents. Il y en a une vente qui était on m'a téléphoné un jour pour me proposer en fait, la vente d'une femme artiste qui est roumaine, qui s'appelle Margareta Cossacéanu et j'avoue humblement que je ne connaissais pas. Et donc je me suis retrouvé, à visiter le fonds d'atelier qui était dans un espace, assez incroyable parce que c'était dans la prison à Autun. C'était complètement incroyable parce que c'était bouleversant de voir ça et donc là, on a fait un travail de réhabilitation, de connaissance, de recherche. Voilà, ça a été, un moment assez fort ça, j'ai bien aimé faire ça et puis l'autre objet qui est aussi un truc qui est, complètement incroyable, on reçoit beaucoup de coups de fil sur, le thème, «Bonjour monsieur, j'ai une sculpture, j'aimerais vous la présenter, pour savoir ce que vous en pensez. Est-ce que ça peut vous intéresser?» Alors souvent je réponds, «Envoyez-moi une photo, même un SMS, ou un par email et puis je vous rappelle». Parce qu'il y a tellement de sollicitations qu'on ne peut pas passer son temps à faire ça. Donc je trie un peu, tout ça. Donc je reçois le SMS immédiatement et je reconnais en fait une sculpture de Camille Claudel, qui est le portrait de son frère, un jeune Romain. Et donc là, on a pris rendez-vous assez rapidement et on a travaillé. Donc on a, travaillé, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup en transparence nous. C'est-à-dire qu'on contractualise les choses et ensuite on travaille la sculpture, soit par comparaison. En l'occurrence là, c'était une sculpture qu'on a amenée au musée Camille Claudel, qu'on a comparée avec celle qui était au musée Camille Claudel. On fait énormément de recherches sur les provenances. C'est une chose qui est très importante pour nous. Et ensuite, on documente les choses. Donc quand on rentre une sculpture comme ça, on peut la garder, très longtemps, plusieurs années, en l'occurrence, ça a été 3 ans, là. Et ensuite, on commence à la commercialiser. Et donc la commercialisation, ce qui fait notre force aussi, c'est qu'on a un réseau, de contacts, à l'étranger, avec des conservateurs, avec des musées et on sollicite les musées. Donc un par un, on commence à leur, montrer ça, à les teaser un petit peu. En l'occurrence, on a eu un interlocuteur vif et rapide qui est brillant et qui est intelligent, qui est un conservateur, du Art Institute de Chicago qui s'appelle Emerson Bauer, qui est venu la voir, très rapidement et qui, en fait, a été tout à fait partant pour l'acheter. Donc on a vendu cette sculpture, à Chicago et on a changé la vie de son propriétaire parce qu'il a eu une jolie somme d'argent. C'est merveilleux, c'est inattendu, et ça fait partie des joies de ce métier. Est-ce qu'il y a une différence, dans une transaction et un échange avec une institution muséale, dans la vente d'un objet? Oui, il y a des différences, mais je pense qu'au départ je pense qu'un musée, en fait, réfléchit par rapport à ses collections. Je pense qu'il y a des manques, il y a des trous et ils réfléchissent puis aussi par rapport à ces manques et à ces trous et eux aussi par rapport à une cohérence. Donc il faut qu'il y ait une continuité et puis, un musée cherche quelque chose de fort, de rare et vraiment, enfin, ce qu'on appelle des œuvres muséales, c'est
C'est des choses qu'on trouve pas tous les jours. Le particulier, alors c'est des pièces qui peuvent intéresser les particuliers parce qu'il y a des particuliers qui ont des moyens, importants et qui s'intéressent également à ça. Ce qui est intéressant avec les conservateurs des musées, c'est qu'en fait, ils sont déjà érudits, ils ont déjà une connaissance et donc il y a tout de suite un échange qui s'installe, qui est très agréable, qui est, un échange à la fois plastique, mais aussi historique, sur, les provenances, sur tout ça. Donc il y a pas ce travail d'éducation, qu'on a forcément avec un particulier. Voilà. Ceci dit, il y a des collectionneurs, qui sont très érudits, hein, donc qui, évidemment viennent ici pour apprendre, pour, découvrir, pour écouter, mais il y en a déjà, qui sont déjà, très, très forts, hein. Grâce justement aux publications depuis une vingtaine d'années qui sont sorties. Donc ça, c'est je pense que, en fait, c'est très important de publier, c'est très important d'aller dans les musées, c'est très important de diffuser les œuvres dans les musées parce que les gens n'achètent que ce qu'ils connaissent et donc il faut impérativement publier. Il faut diffuser la connaissance. Ça, je pense que c'est très important. Alors il y a évidemment des achats coup de cœur, parce que la pièce est belle et que le elle est très décorative, ça arrive aussi. Mais pour les choses à un certain prix et pour, des artistes un peu plus confidentiels, je trouve que c'est important de diffuser la connaissance et c'est ce qui fait la différence entre un conservateur et un acheteur, heu c'est ça, c'est peut-être la connaissance. Selon vous, que signifie aujourd'hui pour vous le mot collectionner de l'art? Posséder un objet, le connaître, quelle est l'essence du collectionnisme? Est-ce qu'elle a un peu changé aujourd'hui? Est-ce que dans votre marché, il y a aussi des notions d'investissement, de spéculation qui peuvent un peu intervenir dans l'action d'achat d'un objet? Une collection, c'est je ne sais pas si on peut parler de collection quand on achète une œuvre d'art. On peut acheter plusieurs œuvres d'art. Je pense que c'est important de vivre avec des jolies choses, en fait. Et quelque chose qui, quand on a la chance de pouvoir, se l'offrir, qui nous porte en fait. J'aime bien ce mot-là parce que, dans la vie, ben, on a des moments, où on est plus ou moins faible, on est fatigué, et donc, de regarder une œuvre d'art, elle nous envoie des forces, elle nous porte, elle nous élève. L'idée de collection, je sais pas, je sais pas si en sculpture on peut parler de collection. Si, certainement, mais le problème de la collection, c'est qu'il faut c'est bien de collectionner, d'avoir plusieurs objets, mais il faut pas être, il faut dominer sa collection. C'est-à-dire qu'il faut pas, il faut acheter des œuvres d'art, en quantité si on peut, mais avec conscience et savoir pourquoi on les achète. Il faut pas se laisser dominer par sa collection. Il faut pas devenir un boulimique, à tout va, pour accumuler, en fait. Je pense que ça, là, ça devient névrotique. On dépasse le stade de vivre avec une œuvre d'art. Non, mais je vais vous poser ça aussi comme question parce que je me demande, est-ce que vous voyez des différences, substantielles entre votre marché et celui de l'art contemporain? Par exemple, dans lequel le contemporain, c'est plus immédiat, justement plus instinctif, alors que pour apprécier et donc décider d'acheter une œuvre d'art, moderne ou ancien, il faut un peu plus un travail intellectuel de connaissance, d'élaboration pour apprécier encore plus, l'œuvre. Est-ce que c'est un cliché que j'expose ou il y a un fond de vérité? Par où commencer? Je pense que, c'est pas le même domaine, en fait. Quand on parle de l'art contemporain, d'ailleurs, il y a une espèce de, l'utilisation du mot, il y a une espèce de vol, en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a des artistes contemporains, ça veut dire de notre époque, d'aujourd'hui. Il y a des artistes aujourd'hui qui font de la peinture, il y a aujourd'hui des artistes qui font de la sculpture, il y a, et une sculpture figurative et une peinture figurative tout à fait, belle, regardable, intéressante et tout. Le problème, c'est qu'on a occulté tout ça. On a l'impression que finalement, pour exister, il faut faire ce qu'on appelle de l'art contemporain. Donc c'est devenu une matière à part entière et je pense que, l'art contemporain est un art, où finalement l'idée domine. Mon père disait: «C'est un monde de mythographes». C'est-à-dire qu'en fait, peu importe la façon dont on fait les choses, ce qui compte, c'est l'idée. Donc en fait, quand, moi je vends une sculpture de Despiau ou de Mayol, ce qui est joli, c'est de voir la poésie qui s'en dégage. C'est de voir ce qui n'est pas dit, c'est de voir ce qu'il en sort de son cè de sa réflexion. Quand on regarde un nu féminin, il ne dit pas tout. Il nous propose une vision et donc c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est ce travail de transposition. Le monde, de l'art contemporain est un monde très financiarisé, qui est très loin de notre monde à nous. On vit pas du tout sur la même planète et on fait pas du tout la même chose. On fait pas le même métier, en fait. Je pense que c'est un monde qui est très volatile, qui est,
je sais pas, on c'est un monde de financiers, en fait, et qui, à vrai dire, m'intéresse pas beaucoup. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on vit, je pense que les gens commencent à en avoir marre, au contraire, de tout ça et qu'il faut remettre, de l'humain au centre du jeu, quoi, et de la poésie, hein, je pense que c'est ça qui compte et les opérateurs de marché, Sotheby's, Christie's, tout ça, tous ces anglo-saxons, toutes ces bon, alors, je comprends, il y a un cynisme incroyable parce que ça brasse énormément d'argent, mais je veux dire, quand les gens auront marre, d'acheter des choses qui vaut des fortunes et qui restent invendables après, ils réfléchiront différemment, bon. Mais je veux pas rentrer dans cette, querelle ni dans cette guerre parce que moi, je suis très heureux dans ce que je fais, je suis très heureux dans les gens que je rencontre et je fais mon travail comme un artisan, et voilà, mais je pense que c'est 2 mondes différents, en fait. Nous, évidemment, il y a de l'argent, mais c'est le prix de la passion, en fait, c'est le prix du désir et depuis la Vénus de Willendorf jusqu'à aujourd'hui, la sculpture, elle existe et elle existera. Je veux dire, tant que l'homme sera sur cette planète, il y aura de la sculpture, il y aura du dessin, il y aura de la peinture et comme disait l'autre, la nouveauté, c'est vieux comme le monde, hein. Puis la mode, c'est fait pour se démoder, quoi. C'est vraiment bon, je sais pas, j'ai probablement, il restera des choses, c'est aux historiens de l'art de parler après. J'aime beaucoup, votre, point de vue et la manière dont vous le dites et quand j'en parle, je cherche vraiment à ne pas créer une dichotomie, entre à l'ancien, moderne ou contemporain. Déjà, savoir ce que ça veut dire contemporain et effectivement, c'est un énorme mot balise, galvaudé, surutilisé donc oui. Donc non, l'idée, c'était vraiment de comprendre si après il y a des ponts possibles, aussi vers avec, un public, des acheteurs qui, peuvent s'intéresser pour quelque raison que ce soit, plus sur le contemporain, mais justement être attirés par votre message, par votre objet et votre activité et de se dire: «Ah, bah, en fait, je vais plutôt que d'acheter un tableau, de je ne sais pas quel artiste, contemporain, je vais, à la galerie Malaquais et j'achète cette dernière, sculpture, ou dessin parce que c'est ça qui m'a vraiment ému, et ça m'a transmis quelque chose». Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, mais on a une clientèle qui est très, hétéroclite. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont passionnés, j'allais presque dire monomaniaques et qui vont aller, sur le même artiste ou se passionner pour un artiste ou et puis il y en a d'autres qui picorent sur le marché de l'art, qui sont capables d'acheter une peinture, une sculpture d'art contemporain et de venir acheter un beau Rodin ou un Camille Claudel ou, c'est assez peu compréhensible en fait, l'intérêt d'un seul coup pour une œuvre. Souvent, je sais pas, ça peut être une histoire, ça peut être un prénom, ça peut être un souvenir, ça peut être, des fois, c'est un parent qui a fait de la sculpture, on s'intéresse à ça, ça peut être une pose, c'est très variable, en fait. C'est très surprenant et puis, des fois, c'est juste la valeur décorative. Alors, ça, des fois, ça m'énerve un petit peu parce qu'il faut que ça rentre dans une niche, bon, alors c'est pas la bonne proportion, c'est pas bon, mais ça arrive aussi, il faut accepter l'exercice. Tout à fait. Non, mais c'est vrai que quand on imagine, une œuvre sur laquelle vous avez travaillé, étudié et qu'après on vous dise: «Ouais, ça c'est un très bon, cale-porte», Oui, oui, oui. On a acheté il y a quelques années un Persée et Gorgone de Claudel comme ça et qui en fait, servait de cale-porte dans une maison. c'est vrai. Moi je pensais rigoler alors que c'est vrai. Oui. OK, waouh, d'accord. Bon, bah, Bah, vous voyez comment on considère la sculpture, hein, il y a du travail encore. il y a du travail, exactement. Mais, moi je vous pose aussi cette question par rapport, à la clientèle, parce que en venant moi de l'archéologie, je me confronte, tous les jours à la difficulté d'accéder à ce marché. Parfois qui peut paraître un peu loin, dans le temps et dans l'espace et aussi dans la connaissance, mais aussi d'un point de vue communicatif, de la manière dont on communique cet art. C'est vrai qu'il y a encore du boulot à faire pour, justement attirer de nouveaux publics. Est-ce que ça, c'est un sujet qui fait partie de votre quotidien? Comment attirer de nouvelles personnes? Comment faire en sorte que la galerie Malaquais se porte bien dans les, 10, 20 années à venir, parce qu'il y aura eu un renouvellement générationnel. Bah, ce qu'il faut, c'est former les jeunes à une éducation visuelle. Il faut qu'il y ait des cours de dessin, il faut qu'il y ait, des cours de peinture, il faut, les amener dans les musées, en fait. Bon, alors les gens vont beaucoup dans les musées, c'est formidable, c'est un vrai succès, je trouve. Mais on s'aperçoit qu'ils ont pas, la plupart du temps, les gens ne savent pas regarder, en fait. Ils n'ont pas forcément les outils pour comprendre pourquoi c'est beau. Donc souvent d'ailleurs, quand je vais dans les musées, j'essaye d'écouter un peu les conférencières qui font
Alors, c'est très intéressant parce que souvent on présente un tableau, on contextualise dans son monde politique, sociologique, alors c'est hyper intéressant, mais moi je me souviens, visiter, l'exposition Carpeaux, avec mon père, ou aller au musée du Louvre avec ma mes parents, et qui parlent de qualité de dessin, qui parlent de qualité de placement, de composition, de couleurs chaudes, de couleurs froides, voilà. Donc je pense que c'est pas si technique que ça, et je pense que c'est ça qu'il faut apprendre aux gens pour, leur donner du plaisir en fait, intellectuel à regarder quelque chose. Il faut faire un tout petit effort. C'est pas grand chose et c'est un tout petit effort. Et puis il faut pas se faire mal aux yeux, il faut pas regarder des choses horribles quoi. Voilà, surtout c'est ça le problème, hein. Eh oui, c'est là où il y a peut-être du travail à faire. Et justement, je voulais vous demander, vis-à-vis de vos stratégies de communication, de développement, quelle est la place, du digital, si on parle des réseaux sociaux, par exemple Instagram? Est-ce que vous trouvez qu'il y a une place, intéressante, comme moyen d'acquisition de nouveaux publics? Est-ce que c'est devenu un incontournable? Ou bien pour l'instant, vous utilisez des réseaux comme vitrine sans y investir, du temps et des ressources? Mmh, non, on utilise les réseaux sociaux gentiment, mais je veux dire la communication tue trop de communication tue la communication. Je pense au contraire que enfin, on a un désir vraiment de montrer, la quintessence et l'excellence de la sculpture du 19e et du 20e, quoi. Donc j'ai presque envie de prendre le contre-pied de tout ça. C'est-à-dire que finalement, rester, visible, mais en même temps un peu secret, voilà. Donc là, par exemple, on va faire notre première re participation à TEFAF cette année au mois de mars. Il est évident que, la communication, on va pas présenter, ce qu'on va présenter à TEFAF, je veux dire, sur Instagram. Donc on communique plutôt sur les succès, sur ce qu'on a eu, sur des objets qu'on aime bien, sur, les communications, sur les expositions qu'on voit, sur, les derniers catalogues intéressants, voilà, c'est plus en fait, communiquer un goût, communiquer, des envies et peut-être presque, j'allais dire, un art de vivre quoi, avec de l'art quoi, c'est un peu ça l'idée, hein. Mais, on n'est pas des forcenés des réseaux sociaux, non. Sinon, nous, on fait beaucoup de recherches, on travaille beaucoup. Puisque aujourd'hui on accueille, 2 comités, le comité d'espions avec Élisabeth Lebon pour, en vue d'une publication en fait sur le catalogue raisonné, et puis le catalogue raisonné de, Camille Claudel avec Ève Turbat. On y travaille depuis, 2019 en fait, donc déjà ça voilà, on communique plus là-dessus, sur la connaissance et le savoir en fait. Très bien. Jean-Baptiste, je voulais vous demander donc, pour le futur, selon vous, quels sont les plus grands, défis pour, des galeries en 2024, et pour les années à venir? Et aussi les opportunités, hein, bien sûr. Justement, vous parlez des salons, des foires. Est-ce qu'une galerie, aujourd'hui, pour se positionner dans le futur, doit être, polyvalente? Quelle est votre position, en fait, sur ça? Bah, moi, ma position, elle est, me développer, c'est pas me développer. La difficulté, c'est de trouver des pièces, en fait. C'est ça la grande difficulté. Mais, j'ai pas envie de non, je vais rester dans ce que j'aime, dans ce que je sais faire, dans ce qui est la spécialisation de la sculpture, et puis, le fait de faire, TEFAF, on a fait auparavant peu de foires, on a été assez discret, on a fait un peu la Brafa au nos débuts. On a fait, Fab, la Biennale avant, et puis là TEFAF, on va fidéliser TEFAF, et puis, avoir un stand, ni immense ni petit, mais, essayer de présenter vraiment les choses exceptionnelles et le top quoi, la quintessence vraiment, le nectar. Moi j'aime bien cette idée de nectar et qui est pas forcément des choses chères, hein, mais qui peuvent être, un nectar plastique, un nectar visuel magnifique quoi, hein. Ah ça, c'est ça qui m'intéresse en fait. Donc de rester à l'affût parce qu'il y a encore beaucoup de fonds d'ateliers qui sont pas qui ont pas été sortis. En fait, moi je pense que, un marchand, c'est un homme à l'affût d'objets, à l'affût de la connaissance, à l'affût de, rencontres, c'est vraiment ça en fait. Absolument, et parfois, je pense que dans le grand public, on ne s'en rend pas compte, mais c'est un métier, d'entrepreneur qui doit toujours être, comme vous dites, à l'affût, chasser les opportunités, être, toujours curieux, et c'est vraiment tout ce qui est vraiment passionnant de votre métier. C'est souvent un métier qui est mal compris par, le public, hein, ils ont l'impression que c'est très facile, on achète les choses, et on les revend,
avec une marge et que c'est le bonheur absolu. C'est pas vrai, hein, c'est beaucoup plus, compliqué. C'est un métier de longue haleine, c'est un métier qui se construit tous les jours, c'est un métier où on rencontre des difficultés, où il y a des échecs, où il y a des succès, enfin c'est pas un chemin de tout repos, hein, et donc je pense que c'est finalement pas un métier, c'est une passion, c'est quelque chose de viscéral qu'on porte en nous. On le fait ou on le fait pas, en fait. Je pense que pour d'autres raisons que la passion, je sais pas si ça fonctionne, en fait. Par exemple, pour moi, c'est un bonheur, je veux dire, on se réveille je me réveille, je vais travailler au milieu, par exemple, de 5 Camille Claudel. Je pense qu'on est la seule galerie à avoir 5 Camille Claudel, même si, de temps en temps, il y a des difficultés, même si de temps en temps, c'est douloureux. Je veux dire, c'est une fois de plus, ça porte de l'énergie, une œuvre et donc là, ça rassure énormément. Je veux dire, c'est ça nous donne de la force, en fait et puis c'est un bonheur absolu de regarder ces œuvres-là. J'aime être entouré de ces jolies choses. Super. On arrive à la conclusion de notre conversation, Jean-Baptiste, mais j'aimerais d'abord, vous demander si vous avez, des lectures, à conseiller à nos auditeurs pour qu'ils puissent, peut-être découvrir, un artiste, découvrir votre galerie, Les lectures, bah, les il y en a beaucoup des lectures, j'imagine. Vos préférés? je dirais 2 choses qui sont dans mon actualité puisqu'on donc on gère le comité Camille Claudel. Le catalogue de l'exposition qui a été organisé au Getty et au Art Institute de Chicago, qui a été fait par Anis Desmas et Emerson Bauer, est un catalogue exceptionnel, qui est vraiment à feuilleter, à lire. On y apprend beaucoup de choses. Après, de façon plus intime, c'est quelque chose que je lis, régulièrement et que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est dans les entretiens de Rodin avec Paul Gesell, il y a, le testament de Rodin. C'est assez court et c'est comme une prière et en fait, il s'adresse, aux générations, à venir et il leur donne des conseils, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut admirer, ce qu'il faut vénérer. Je pense qu'il y a beaucoup de gens du marché qui devraient lire ça plus souvent. Eh ben, je pense que c'est une très bonne conclusion pour notre interview, Jean-Baptiste. Avec plaisir, Bernard. Merci pour cet entretien et puis bonne journée alors. Merci, bonne journée, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à noter Rosantico avec 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Cela nous aide énormément à le diffuser et à faire grandir notre audience. Rosantico est un podcast produit par Winkelmann & Co, société spécialisée dans les services innovants à destination des professionnels du marché de l'art. Si vous voulez en savoir plus, connectez-vous sur www.winkelmann.co. Merci et à bientôt.